un petit tour de table et se présenter. On va activer l'enregistrement. Et donc, bien entendu, le support et de la présentation et l'enregistrement seront disponibles à l'issue du webinaire. Donc, Vincent Vercamer, moi je suis directeur de projet à la délégation numérique en santé et je travaille principalement sur les thématiques de l'accès au marché des innovations en santé numérique, ainsi que sur la plateforme Genius, qui vise à faciliter la vie des entrepreneurs en e-santé. Aujourd'hui, on a un ordre du jour dont l'objectif est de balayer la prise en charge anticipée numérique. Donc, mes différents collègues vont aussi se présenter. Alors, on aura d'abord une première partie qui balayera la PECAN. Ensuite, on est accompagné d'Ilem Chekroun, euh, si tu souhaites te présenter, sinon je fais la présentation, de la direction de la sécurité sociale. Bonjour Ilem. Bonjour. Bonjour Vincent. Du coup, Ilham Chekroun, chargée de mission au Bureau des produits de santé et à la direction de la sécurité sociale. Donc, on est notamment en charge du numérique et du versant de prise en charge justement du numérique. Et donc, Ilem vous présentera la partie 2 sur la présentation du parcours de l'industriel pour expliquer la procédure du dépôt jusqu'à la, la- la sortie d'une pécan. Ensuite, on est accompagné aussi d'Yves Laurillard, euh, Yves qui va nous présenter la certification de conformité euh, au référentiel d'interopérabilité et de sécurité. Yves, si tu peux te Oui, présenter. bonjour, bonjour à tous, merci Vincent. Donc Yves Laurillard, chef de projet à l'ANS, donc je suis en charge des projets télésanté et principalement de la mise en place des référentiels donc d'interop de sécurité et d'éthique aussi à l'ANS. Voilà, donc je vous parlerai tout à l'heure de la certification de conformité des dispositifs médicaux numériques. Voilà. Et on est aussi accompagné de la Haute Autorité de Santé, donc qui est représentée par Vanessa Hernando. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Vanessa Hernando, chef de projet à la mission numérique en santé de la HAS. Donc, notre service pilote le guichet numérique. Donc, on reçoit les demandes d'évaluation pour les DMN, pour la prise en charge anticipée et pour la liste des activités de télésurveillance médicale. Qui présentera le volet plutôt évaluation médicale et scientifique des dispositifs médicaux numériques dans l'objectif d'une pécan. Et enfin, on est accompagné aussi de l'assurance maladie, représentée par Laurie Sofietti, qui vous présentera le parcours pour la facturation euh, et les différentes démarches qu'il y a à faire une fois que vous êtes pris en charge. Donc, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Normalement, vous avez tous accès au chat. On aura bien entendu euh, une, une séquence de questions-réponses à la fin. Donc, et à ce moment-là, vous pourrez lever la main et on pourra aussi faire des questions à l'oral avec une prise de parole avec micro et caméra. Ou n'hésitez pas à vous présenter. Alors, pour débuter, du coup, on va revoir ensemble les grandes lignes de Pécan. Donc, finalement, l'idée de cette prise en charge anticipée numérique, c'est de permettre aux dispositifs médicaux numériques d'accéder à un remboursement, à une prise en charge transitoire et temporaire d'un an. On l'a lancé officiellement avec la publication du décret en avril 2023. Et il y a un premier dossier qui a été pris en charge en octobre. Aujourd'hui, on a eu la publication, et c'est aussi l'occasion de faire ce webinaire, la publication de l'arrêté cadre tarifaire pour les dispositifs médicaux à visée thérapeutique. Donc, PECAN, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à deux types de dispositifs médicaux numériques innovants ou présumés innovants, ceux à visée thérapeutique, qu'on va appeler DTX, dans le cadre de ce webinaire, et ceux qui ont plutôt et qui ont une vocation ou une visée à faire de la télésurveillance médicale. Pour ces dispositifs, il faut bien entendu des premiers éléments permettant d'apprécier
le potentiel bénéfice de la solution. Et sur la base de ces premiers éléments, on aura d'éventuelles études cliniques en cours, dont l'idée est que tous ces résultats soient justement disponibles pour les autorités avant la fin de votre pécan, histoire de pouvoir réaliser l'évaluation définitive et permettre un remboursement de la solution en droit commun. Donc, on a ce dispositif, son idée principale et pourquoi on l'a créé, hein, c'est de permettre justement, lorsqu'on est dans un contexte santé numérique très dynamique et très rapide avec des innovations qui ont aujourd'hui des difficultés à accéder au marché, d'avoir ce dispositif fast track permettant un remboursement transitoire pour permettre aux innovations d'accéder aux patients et pouvoir être, être prescrites et utilisées par des patients, tout en permettant à l'industriel, à l'exploitant du dispositif, de réaliser sa démarche de droit commun et du coup de terminer son dossier complet pour accéder au remboursement de droit commun à l'issue de Pécan. Donc on va voir qu'il y a un certain nombre, au cours de la procédure, d'actions à réaliser, mais l'idée générale est que vous avez, dans ce contexte fast track, une évaluation qui va se faire en parallèle par la Haute Autorité de Santé et l'Agence du numérique en santé, contrairement au processus de droit commun qui est séquentiel, et une décision ministre. Et l'idée, c'est d'avoir tout ce travail d'analyse et d'évaluation d'un dossier Pécan dans une durée inférieure à 6 mois, entre le moment où vous déposez votre dossier complet et le moment où votre candidature est prise en charge et que vous pouvez avoir votre dispositif pardon, est pris en charge et vous pouvez avoir le premier patient qui bénéficie du dispositif dans le contexte Pécan avec un remboursement associé. Et on verra après les compensations financières qui sont prévues. Donc l'idée, pour synthétiser, c'est que pendant 1 an, vous avez ce remboursement, cette prise en charge tremplin vers une prise en charge de droit commun, tout en permettant une candidature facilitée et en laissant le temps aux autorités d'évaluer et le temps à l'industriel aussi d'apporter les éléments nécessaires à l'évaluation définitive pour permettre l'entrée dans le droit commun et la continuité de la prise en charge, si tant est que la démonstration du bénéfice est réalisée à l'issue de la PECO. Pour vous aider dans les démarches et dans la compréhension, on a, je vais faire un peu de pub pour Genius. L'idée de cette plateforme, c'est d'avoir justement un guichet permettant aux entrepreneurs de pouvoir obtenir des informations sur la réglementation, d'identifier les bons interlocuteurs et de s'orienter afin de gagner du temps et d'accélérer la mise sur le marché. C'est un guichet qu'on opère avec l'ensemble des partenaires que vous voyez ici à droite. Donc toutes les personnes présentes sont derrière Genius pour permettre justement d'apporter un contenu clair, lisible, compréhensible par les innovateurs, vous permettant de savoir à quel moment je parle à qui et, et dans quel but, avec vraiment, on synthétise l'ensemble des documentations sur un certain nombre de sujets, dont les accès au marché, mais aussi des éléments sur l'EDM ou l'international. Donc je vais tout de suite passer la parole à Ilem, chez Kroon, qui va vous présenter le parcours un peu plus précis sur votre dossier de dépôt de droit commun. De dossier Pécan. Pardon. Merci Vincent. Par contre, je crois que c'est toi qui as la main pour passer les diapos. Top, merci. Du coup, je vais vous présenter en fait les modalités d'accès à cette prise en charge anticipée numérique, ainsi que les modalités de financement. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette PECAN, il faut faire une demande au ministre chargé de la Santé et de la Sécurité sociale. Et donc, en pratique, comment ça se passe? Il faut faire un dépôt sur la plateforme Convergence,
qui est géré par l'Agence du numérique en santé, pour vérifier tous les aspects de conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité. Mais Yves va vous expliquer en pratique comment ça se déroule. Et la demande qui se fait au ministre chargé de la Santé et de la Sécurité sociale se fait sur la plateforme Sésame, qui est gérée par la Haute Autorité de Santé. Donc, lorsqu'il y a ces dépôts, il y a une validation de la conformité des documents. Donc, en fait, il peut y avoir des demandes d'informations complémentaires qui peuvent être réalisées avec des délais qui sont définis. Et si toutes les pièces sont bien conformes, alors les ministres donnent un accusé de réception. Et cet accusé de réception, il va déclencher justement ce T0. Et donc, c'est le T0 pour l'évaluation en parallèle par l'ANS et par la HAS pendant 2 mois. Donc, l'APECAN, c'est une procédure qui est accélérée. Il y a donc une évaluation par l'Agence du numérique en santé sur les référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Et dans le même temps, il y a l'évaluation par la Haute Autorité de Santé, par la CNEDIMS, sur le versant clinique ou organisationnel. Si les 2 avis sont positifs, donc il y a une conformité au référentiel d'interopérabilité et de sécurité, et il y a un avis qui est favorable de la Haute Autorité de Santé, alors les ministres peuvent statuer sur la décision de prise en charge. Cette décision-là, elle va déclencher donc l'année de prise en charge anticipée numérique. Et donc cette décision, elle se matérialise par la publication d'un arrêté de prise en charge. Alors, la PECAN, c'est donc 1 an de remboursement et il y a du coup une différenciation selon la typologie d'EDM. Donc, s'il s'agit d'une activité de télésurveillance médicale, alors il y a des délais qui sont différents. En fait, au bout de 9 mois, il faudra déposer le dossier de droit commun avec cette fois-ci les données complètes pour laisser 3 mois à la Haute Autorité de Santé de faire son évaluation pour permettre un remboursement sur la liste des activités de télésurveillance médicale. S'il s'agit d'un DM numérique à visée thérapeutique, alors les données complètes et le dépôt de droit commun pour une inscription sur la liste des produits et prestations remboursables devra se faire au bout de 6 mois après la publication de l'arrêté. Donc, ça permettra de laisser 3 mois à la Haute Autorité de Santé pour faire son évaluation dans le cadre du droit commun, de définir notamment le niveau d'amélioration par rapport à la stratégie thérapeutique, mais ça va être précisé plus tard, et de laisser aussi le temps de la négociation entre le comité économique des produits de santé et l'exploitant avec l'exploitant, et donc ça permettra donc l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables. Donc, pendant cette année, comment ça se passe en termes de financement? Le financement, il est forfaitaire, et donc ça va permettre vraiment d'avoir une certaine prévisibilité et d'anticiper le business model pour l'exploitant. Et donc, selon la typologie, le mode de financement et le niveau de compensation est un peu différent. Donc, s'il s'agit d'une activité de télésurveillance médicale, le niveau est forfaitaire. En fait, c'est un peu sur le même modèle que pour la télésurveillance dans le droit commun. Donc, le financement, il se fera selon la grille organisationnelle des forfaits de droit commun pour la télésurveillance médicale. S'il s'agit d'un DM numérique à visée thérapeutique, c'est aussi un niveau qui est forfaitaire, et ce, quelle que soit la typologie de DM numérique, quelle que soit l'indication, parce qu'on est encore dans le cadre de la présomption d'innovation. Donc, en fait, ce sera un niveau avec un forfait initial de 435 € pardon, pour les 3 premiers mois, et un forfait ensuite mensuel d'environ 38 € par mois et par patient, selon la durée d'utilisation du DM et selon la périodicité de facturation. Le total maximum sera donc de 780 € par an et par patient. Et donc, bien sûr, ce niveau de forfait-là, il ne préjuge pas du niveau de valorisation qui pourra être négocié entre le comité économique des produits de santé et l'exploitant une fois qu'il y aura eu l'évaluation de droit commun, avec la définition, la précision d'un niveau d'amélioration par la Haute Autorité de Santé.
bien évidemment, quand l'exploitant bénéficie d'une pécan pendant 1 an, il y a aussi des obligations en contrepartie qui s'imposent, puisque pour permettre une continuité de traitement pour les patients, il y a une obligation de mise à disposition selon les différentes conditions, soit parce qu'il y a eu un avis défavorable de la Haute Autorité de Santé pour une inscription dans le droit commun, soit parce que les délais sont échus, soit parce qu'il y a une inscription soit sur la liste des activités de télésurveillance médicale, soit lorsqu'il y a une inscription sur la LPP. Je vais maintenant passer la main à Yves pour le versant de conformité, enfin pour préciser justement comment se fait la certification de conformité au DMN. Oui, merci Ilham. Donc moi effectivement, je vais donc vous préciser comment se passe la certification du DM numérique au niveau de l'ANS. Donc si vous vous souvenez du schéma de la slide 9, je vais effectivement préciser tout ce qui était dans le petit rectangle en haut à gauche. La certification qui se fait effectivement en parallèle de la candidature côté HAS. Donc, la certification côté ANS, c'est quoi? C'est effectivement vérifier que toutes les exigences du référentiel d'interopérabilité et de sécurité des dispositifs médico-numériques sont bien vérifiées. Donc aujourd'hui, quels que soient les dispositifs médico-numériques, on a bien un seul référentiel qui existe, hein. J'ai mis, c'est la version 1.2.2 actuellement qui est en cours. On voit bien qu'il y a une variété de dispositifs médico-numériques, mais c'est bien le même référentiel qui s'applique à tous. Ce référentiel-là, on va le voir un petit peu plus tard, il comprend à peu près jusqu'à une centaine d'exigences maximum à vérifier. Alors, on a aussi donc une seule plateforme, hein. La candidature pour être conforme va se faire sur la plateforme Convergence. Donc, je vous ai remis l'URL dans la présentation. Alors, ce référentiel, il est composé principalement de 6 sections. On appelle ça donc des sections d'exigence. Il y a tout d'abord une section INS, identifiant national de santé, donc c'est pour tout ce qui est identification des patients. Donc pour un dispositif médical numérique, il y a 2 niveaux d'intégration de l'INS. C'est soit vous êtes référentiel d'identité, si vous êtes par exemple déployé en médecine libérale. Par contre, si vous êtes déployé à l'hôpital, là, effectivement, vous pouvez être connecté à une gamme qui, elle, fait déjà les contrôles d'identité-vigilance. Donc, il y a un petit peu 2 niveaux d'intégration de l'INS. Alors, c'est évidemment le bloc, hein, le plus important, l'INS, en termes de développement, en termes de modification, éventuellement des processus qui pourraient exister. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, il y a un bloc ProSanté Connect pour tout ce qui est authentification du professionnel de santé. Un autre bloc annuaire de santé, donc pour vérifier les numéros RPPS des professionnels de santé, éventuellement récupérer aussi les mails de la messagerie sécurité de santé. Ça, c'est pour préparer les prochaines évolutions. Et puis, bien sûr, un bloc RGPD, une partie portabilité des données et toute une partie sécurité PGSSIS qui concerne aujourd'hui l'accès professionnel de santé. Donc, évidemment, en dehors de la partie ProSanté Connect, hein, là, c'est pour tout ce qui est moyen d'identification électronique transitoire, c'est-à-dire les accès, grosso modo, login, mot de passe, et puis l'équivalent côté accès patient. Voilà, donc toutes ces exigences sont effectivement issues de la doctrine du numérique en santé. Ils viennent également d'autres référentiels de l'ANS qui sont pour la plupart
déjà opposables, hein, comme le référentiel INS ou ProSanté Connect ou la PGSSI. Donc voilà, le référentiel des dispositifs médicaux numériques, c'est un référentiel donc qu'on appelle sectoriel et qui permet d'être voilà, le plus proche de l'écosystème. Voilà, donc je vous ai remis aussi un petit peu un lien vers une page du site, on y reviendra, mais sur le site industriel de l'ANS, où il y a un petit peu plus de détails. Alors, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, les dispositifs médicaux numériques, et encore plus quand ça concerne l'innovation et la PECAN, voilà, ils peuvent être très variés et on ne prétend pas connaître l'exhaustivité des dispositifs médicaux numériques. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, c'est qu'effectivement, sur ce référentiel, toutes les exigences ne vont pas forcément s'appliquer à tous les DM numériques. Donc là, on a mis en place un petit peu un arbre de décision pour savoir un petit peu quelles étaient les exigences qui pouvaient s'appliquer, voilà, pour vous aider. Alors bien sûr, l'ANS est aussi là pour vous aider en amont. Mais voilà, ça peut permettre que vous soyez un petit peu autonome et faire la première analyse de votre côté. Donc les questions effectivement à se poser, c'est effectivement est-ce que mon DM implique par exemple un hébergement de données? C'est pas forcément le cas. Alors évidemment, quand on parle de dispositifs médico-numériques de télésurveillance, là, je vois pas comment c'est possible sans héberger les données sur un cloud, mais effectivement, il y a d'autres cas où on peut des fois ne pas en avoir. Donc voilà, c'est une première question à se poser et ça va effectivement déterminer si vous avez besoin d'un certificat HDS. Voilà, donc, je simplifie un petit peu, mais c'est effectivement cette question-là importante à se poser. Ensuite, le DMN, alors ça, c'est deux questions importantes. Est-ce qu'il y a un accès patient? Et évidemment, si oui, il y aura toutes les exigences de sécurité concernant l'accès patient à mettre en conformité. Et puis, est-ce que mon DMN possède un accès professionnel de santé? Et là, on a remis effectivement un professionnel de santé, quelles étaient exactement les professions concernées. Et ça va déterminer si effectivement il y a l'INS à intégrer dans le logiciel, si, et après toutes les autres sections qui s'y rapprochent, comme la partie PSC, bien sûr, Pro Santé Connect, la partie PGSSI au niveau personnel de santé, etc. Donc voilà, ça va vous permettre de savoir quelles sont les exigences qui s'appliquent réellement à votre DM numérique. Et j'avais passé rapidement effectivement la partie RGPD et portabilité, puisque ce sont des sections qui s'appliquent effectivement dans tous les cas. Alors, le processus de certification côté ANS, donc pour le guichet Pécan, mais en fait c'est valable aussi pour tous les autres guichets, c'est un process qui est unique, qui se déroule en deux phases. Une première phase qui est plutôt administrative. On va demander effectivement tout ce qui permet de vous identifier, le SIRET, les contacts entreprises, etc., de la documentation fonctionnelle, de la documentation technique pour bien comprendre de quoi on parle et qui va aider l'ANS à faire l'étude effectivement de recevabilité et de vérifier que vous êtes bien sur le bon guichet. Une fois toute cette étape-là faite, vous pourrez signer la convention avec l'ANS et nous vous ouvrirons l'espace de preuve pour que vous puissiez effectivement à ce stade déposer l'ensemble des preuves correspondant aux exigences du référentiel sur lesquelles vous êtes applicable. Voilà. Et à partir de là, il y a tout un processus, je dirais, d'aller-retour entre l'exploitant et l'ANS pour effectivement que l'ensemble des exigences soient conformes. Voilà. Donc c'est un processus qui peut demander, on me pose souvent la question, combien de temps ça prend? Je dirais que ça dépend beaucoup de la qualité du dossier.
Le minimum, je dirais, c'est à peu près 3 mois. Ça peut être moins, évidemment, si c'est vraiment de très très bonne qualité. Et ça peut aller jusqu'à plus de 6 mois si effectivement il y a beaucoup d'allers-retours et que l'exploitant a effectivement des développements supplémentaires à faire qu'il n'a pas forcément prévus ou qui sont impactants. Voilà. Alors aujourd'hui, au niveau de l'écosystème, combien de candidatures on a déjà eu côté ANS? Alors là, on voit le chiffre effectivement de 23 candidatures. C'est un chiffre à relativiser parce que on voit effectivement qu'il y a 13 candidatures qui sont incomplètes au niveau administratif. Donc ça reflète le fait qu'il y ait quand même un fort intérêt de l'écosystème pour le guichet Pécan, mais beaucoup étaient en attente effectivement des dernières décisions, sans doute au niveau tarifaire, etc. Donc voilà, on s'attend effectivement à une montée en charge dans les prochaines semaines et prochains mois. Aujourd'hui, on a quand même eu déjà trois candidats qui ont pu être certifiés conformes par rapport à donc, ce référentiel des dispositifs médicaux numériques. Et puis, on en a un autre qui est en cours d'analyse de preuves et puis 3 autres qui sont en attente de dépôt des preuves. Voilà, donc quelques candidatures à venir. Ce qui est important de souligner, c'est que tout ce travail de mise en conformité que vous faites dans le cadre de Pécan n'est pas à refaire quand vous allez rentrer dans le droit commun quelques mois plus tard. Le certificat ANS reste valable à partir du moment où il n'y a pas de régression de votre dispositif médical numérique et à partir du moment aussi où le référentiel de l'ANS n'a pas évolué. Voilà. Donc effectivement, il n'est pas prévu qu'il évolue dans les prochains mois. Ce qui m'amène effectivement à vous présenter les prochaines étapes. Alors, l'ANS, avec le ministère, la DNS, on réfléchit effectivement déjà à une version 2, mais il n'y a pas encore de calendrier de mise en œuvre. Ce sera une version qui permettra un petit peu le rapprochement avec le référencement Mon Espace Santé, par exemple, qui permettra d'augmenter un petit peu le champ d'application de ce référentiel et qui permettra également d'ajouter des exigences sur les parties messagerie sécurisée de santé, compatibilité des MP, des exigences de sécurité probablement supplémentaires aussi. Voilà. Donc voilà, et ça c'est effectivement c'est des travaux qui sont en cours. Il y aura probablement une concertation courant 2024. Voilà. Et puis ensuite, j'ai rappelé effectivement pour l'accompagnement technique quelques liens vers le site industriel de l'ANS et puis bien sûr le site Genius dont Vincent vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc je vais laisser la main maintenant à Vanessa de la HAS qui va vous parler donc de l'évaluation par la CNEDIMS qui donc se fait en parallèle de la certification ANS. Merci Yves. Donc, je vais vous parler de l'évaluation qui est réalisée par la CNEDIM-TS, qui est la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, donc qui est une commission de la HAS. Donc, pour faire rembourser son dispositif médical numérique, donc en fait l'objectif est bien sûr d'obtenir un remboursement de droit commun sous nom de marque. Donc, 2 voies en fait s'offrent à l'industriel. Donc, effectivement, il peut demander directement à intégrer, à déposer une demande pour intégrer le remboursement de droit commun. Mais là, on voit qu'il y a quand même une opportunité intéressante qui consiste à demander une prise en charge dérogatoire en amont de la demande de remboursement de droit commun. Et donc, c'est là que la prise en charge anticipée peut avoir sa place pour un dispositif médical numérique. Donc, ça permet effectivement d'accéder au remboursement en avance de phase pendant 1 an, comme on vous l'a dit.
Donc, je vous rappelle le processus d'évaluation par la HAS. Donc, comme vous le disiez, il aime le dépôt de dossier sur la plateforme Sésame qui va ouvrir là au 1er mai, puisqu'actuellement, on est encore sur notre ancienne plateforme, mais la bascule va se faire vraiment dans les prochains jours. Donc, ce dépôt, en fait, vaut dépôt commun pour le ministère et pour la HAS. Donc, Ilem vous a déjà expliqué la phase de recevabilité et éventuellement de demande d'infos complémentaires. Donc, à la HAS, une fois qu'on a toutes les informations, on présente le dossier en commission. Donc, la commission va voter et prendre un avis. Et par rapport aux procédures d'évaluation de droit commun où il y a une phase contradictoire, où en fait un projet d'avis est envoyé à l'industriel, ici, comme il s'agit d'un processus rapide, effectivement, on n'a pas cette phase contradictoire. Donc l'industriel, une fois que la commission a, a pris son avis, en fait, c'est vraiment l'avis définitif qui est envoyé à l'industriel. Cet avis est également adressé au CNP des spécialités en fait concernées par le DMN et éventuellement l'activité de télésurveillance quand on est dans un DMN de télésurveillance. Et voilà, ensuite, on rentre dans le process de décision du ministre. Et effectivement, il faut que l'industriel dépose un dossier pour une prise en charge de droit commun dans les délais prévus dans la loi. Donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail des critères d'évaluation. Donc, en fait, il y a des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la prise en charge anticipée. Donc, ces critères ont été définis dans l'article L162-48 du Code de la sécurité sociale. Donc, le dispositif médical numérique doit avoir le marquage CE. Donc, voilà. Et ensuite, le critère vraiment qui est important, et c'est celui-ci qui est examiné très en détail par la commission, c'est la présomption d'innovation. Donc en fait, ce dispositif médical numérique, il doit apporter quelque chose en termes de bénéfices cliniques ou de progrès dans l'organisation des soins. Sur la base des premières données disponibles. On est sur une prise en charge dérogatoire, donc effectivement, c'est pas, on ne s'attend pas à ce que les dossiers aient la même quantité de données que pour une demande de prise en charge de droit commun. Et, et ce qui est également important en fait dans l'argumentaire du demandeur, c'est de bien dire par rapport à quoi votre produit va se comparer en fait, où est-ce qu'il se positionne dans la prise en charge des patients, et donc voilà, en quoi il apporte un bénéfice, en quoi on peut faire le pari de dire voilà, mon DM est innovant. Ce critère hein, qui est dans la loi, il a été précisé dans le décret du 31 mars. Et ce décret, il a bien dit que quand on observait un progrès dans l'organisation des soins, bien sûr, hein, on ne devait pas altérer la qualité des soins et la prise en charge du patient. Et il a également bien précisé que les études qui étaient en cours, eh bien, en fait, elle devait être en mesure d'apporter suffisamment d'éléments à la commission au moment où elle évaluerait la demande de droit commun. Donc, quand on est sur un DM à visée thérapeutique qui va ensuite s'inscrire sur la LPPR, il faut que ces études, en fait, elles soient finies, en fait, que les données vraiment finales des études, on les ait avant les 6 mois, puisque le demandeur doit déposer son dossier dans les 6 mois. Et pour un DMN de télésurveillance médicale, il y a un petit peu plus de temps, mais effectivement, le dossier devant être déposé dans les 9 mois, ça veut dire que les études, la CNEDIMTS, elle va regarder le calendrier des études et il faut qu'il soit cohérent avec ces délais demandés pour le futur dépôt de dossier. Alors, je vais vous faire maintenant un petit focus sur les dossiers que nous avons reçus. Donc, Yves vous disait qu'il y avait 23 candidatures auprès de l'ANS. Bon, il a dit qu'il fallait prendre ce chiffre avec des pincettes, en fait. Donc, il y a eu trois
solutions qui ont été jugées conformes au référentiel de l'ANS. Donc, au niveau de la HAS, nous avons reçu 6 dossiers de demande de prise en charge anticipée. Donc, jusqu'à il y a 2 jours, nous n'avions que des dossiers pour des DMN de télésurveillance. Nous venons de recevoir un dossier pour un DTX. Et donc, sur ces 6 dossiers, 3 dossiers ont été instruits et la CNEDIMTS a rendu donc un avis favorable et 2 avis défavorables. Donc, voilà, je vais passer la main donc, à Laurie qui va vous présenter la partie relative à l'assurance maladie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ce dernier temps de la présentation, l'objet est de vous expliciter les différentes étapes à franchir avant de pouvoir facturer à l'assurance maladie. Donc, concrètement, pour établir une feuille de soins et facturer à l'assurance maladie, il y a 2 préalables importants. C'est le premier d'être enregistré au FNPS, qui est le Fichier national des professionnels de santé, et d'avoir obtenu un identifiant de facturation. Et cet identifiant de facturation, c'est ce qu'on appelle le numéro assurance maladie ou numéro AM. Donc, comment ça se passe très concrètement? Donc, d'abord, vous allez, après l'avis de la HAS, il va y avoir un arrêté d'inscription à la LPP ou à la LATM. Et donc, cet arrêté, il est envoyé par la DSS à la CNAM et la CNAM a 13 jours derrière pour générer un code d'individuel d'inscription à la nomenclature LPP ou LATM. Donc, ce code, il est vraiment individuel. Il n'y a que pour votre dispositif médical que vous pouvez l'avoir. Et ce délai de 13 jours, il est nécessaire pour qu'on puisse faire tout un tas de vérifications juridiques, notamment par les services comptables. Donc ça, c'est la première étape qui finalement, pour vous, entre guillemets, est un peu transparente puisqu'elle se passe véritablement entre la DSS et la CNAM. Là où vous entrez en jeu, si je puis dire, c'est que donc pour pouvoir utiliser ce code LPP et facturer à l'assurance maladie, vous devez donc vous faire identifier par votre CEPAM de rattachement. Et donc ça, c'est la CRAMIF pour vous être, si vous êtes en Ile-de-France, ou sinon c'est la CEPAM qui est située dans votre siège social. Et donc là, vous devez conventionner pour vous faire d'une part enregistrer au FNPS. Donc là, il y a tout un tas d'informations à fournir, le RIB, le numéro de siret, etc. Tout un tas d'informations administratives, mais ça, la CEPAM sera en capacité de vous le dire. Et ensuite, la CEPAM fait toutes les vérifications nécessaires pour pouvoir vous attribuer un numéro AM. Et donc, ce fameux numéro AM, ce fameux numéro assurance maladie, c'est ça votre identifiant de facturation. C'est grâce à celui-là vraiment que vous pouvez utiliser votre code LPP LATM pour pouvoir facturer à l'assurance maladie. En conventionnant avec la CEPAM, vous pouvez donc également pratiquer le tiers payant. Donc, dans ce cadre-là, vous êtes soumis à ce qu'on appelle un prestataire de services et distributeur de matériel, mais vous n'êtes évidemment pas soumis au même type d'exigences qui pèsent habituellement sur cette catégorie d'acteurs. Donc là, c'est pareil, on a l'assurance maladie bien prévenu toutes les CEPAM de la spécificité des industriels de la LPP et de la LATM sur le volet dispositif médical numérique. Et donc, une fois que vous êtes enregistré, que l'assurance maladie vous connaît, que vous disposez de votre numéro d'assurance maladie pour pouvoir facturer, eh bien, il faut évidemment obtenir le moyen de cette facturation. Donc, après l'identification, il y a le moyen pour pouvoir facturer. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les cartes CPX, donc en l'occurrence, les cartes pour les DMN CDE et CPE. Donc, tous ces acronymes, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Donc, CDE, c'est des cartes de directeur d'établissement. Et donc, ça, c'est pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise qui n'ont pas le statut de professionnel de santé. Et ensuite, il y a les cartes de personnel d'établissement. Et donc, ça, c'est pour
Le statut, ça, cette fois-ci, c'est pour les salariés qui n'ont pas le statut de professionnels de santé. Ces cartes CDE et CPE, c'est auprès de l'ANS qu'il faut les demander. Donc, cette fois-ci, il faut retourner auprès de l'ANS. L'ANS, avant de vous délivrer les cartes, évidemment, elle contrôle que le DMN a bien obtenu un identifiant de facturation de la part de l'assurance maladie. Et ces cartes, en fait, elles servent à deux choses. Donc, c'est vraiment votre moyen pour pouvoir facturer à l'assurance maladie, mais c'est aussi ce qui vous permet de consulter les droits des assurés. Donc, c'est notamment tout ce qu'on appelle, tout ce qui permet l'accès à ADRI, et ce qui permet aussi de pouvoir accéder pour voir si les patients sont en ALD, en C2S, enfin, en tout cas, vérifier le statut en termes de droit du patient qui utilise le dispositif médical. Et donc, une fois que vous êtes identifié, une fois que vous avez votre moyen de facturation, vient évidemment le temps de la facturation en tant que tel. Et donc, là, ce qui est important, ce qu'on vous conseille dans votre choix de logiciel Sésame Vital, donc pour facturer, c'est d'intégrer ou de conventionner avec des éditeurs de logiciels qui sont conformes donc à l'avenant 18 du cahier des charges Sésame Vital. Donc sur l'ensemble du cahier des charges Sésame Vital, c'est un avenant qui effectivement permet de facturer sans la carte vitale du patient, ce qui est en fait la situation dans laquelle vous êtes. Et donc, pour transmettre cette fois-ci la feuille de soins qui atteste qu'il y a une prescription pour le DMN, c'est là, il faut s'occuper de ce qu'on appelle le logiciel SCORE. Alors, désolé, c'est encore un autre acronyme. Mais en fait, ce logiciel, il vous permet tout simplement de numériser et de transmettre la prescription du DM. Donc, ça vous permet vraiment, en vous équipant de ces outils, d'avoir vraiment une procédure complètement dématérialisée vis-à-vis de la facturation et vis-à-vis de votre CEPAM. Un autre avantage du logiciel Sésame Vital, tant que j'y pense encore et pour vous convaincre, c'est que grâce au logiciel Sésame Vital, notamment à l'avenant 18, en fait, vous procédez qu'à un seul envoi de facture, puisque en fait, ça va revenir sur ce qu'on appelle un serveur un peu frontal de l'assurance maladie, qui lui se charge après de redispatcher en fonction des CEPAM de rattachement des patients. Alors que si vous n'utilisez pas ces logiciels, c'est à vous d'aller envoyer directement à chaque CEPAM du département de chaque patient la facture, ce qui en termes de gestion de la facturation n'est pas toujours aisé. Et donc voilà, une fois que vous êtes identifié, une fois que vous avez vos cartes pour pouvoir payer, et une fois que vous êtes équipé du bon logiciel pour pouvoir facturer de manière dématérialisée et fluide, la facturation se fait. Donc pour la PECAN, pour la première fois au bout de 3 mois, puisque la première partie du forfait, le premier forfait est trimestriel, et ensuite au mois en fonction de la durée de la prescription. Évidemment, dans la limite de l'année que dure la PECAN. Et de la même manière, sur la même logique que ce que disait Yves par rapport à l'ANS, si à l'issue de la PECAN, vous êtes intégré dans le droit commun, vous bénéficiez, enfin vous gardez le même code à la LPP ou à la TLM, et de la même manière, vous gardez le même numéro AM, et on généralise entre guillemets le code de prestation qui, dans le cas de la PECAN, est TL2. Voilà, peut-être aussi pour vous montrer à quoi ressemble la base LPP et LATM. Donc, en fait, vous vous rendez sur le site et vous retrouvez dans l'arborescence, vous trouvez votre code pour votre forfait mensuel pour pouvoir facturer. Merci beaucoup. Alors, je vous propose qu'on passe à la séquence questions-réponses. Alors, on a un certain nombre de questions-réponses qui ont déjà été apportées dans le chat. On va reprendre quelques-unes à l'oral qui ont déjà été répondues, et puis on va aussi traiter celles qui n'ont pas encore été traitées. Donc, je vais les prendre dans l'ordre, hein, mais donc pour un DTX, est-ce que
il faudra rembourser la différence pour les patients ayant bénéficié du produit pendant la phase péquance si le prix négocié avec le CEPS pour l'inscription à l'UPP définitive est différent. Par exemple, avec ce qui se passe en Allemagne pour le DIGA. Donc là, la réponse qui était apportée, hein, c'est, je vais le dire par la DSS, pour ILEM, c'est que justement aujourd'hui, le cadre légal et réglementaire ne le prévoit pas. On a ensuite des questions pour l'ANS, pour Yves. Donc, si une solution de télésurveillance a déjà un remboursement dans le droit commun et qu'on souhaite déposer si une solution de télésurveillance a déjà un remboursement dans le droit commun et souhaite déposer un dossier en nom de marque, en ajoutant un accessoire de collecte, doit-on redéposer un dossier de conformité pour l'interopérabilité et auprès de l'ANS? Non. Bien entendu, s'il y a déjà un certificat établi, le dossier peut être amendé et ça fait partie des choses que vous pouvez justement régler avec l'ANS sans avoir à faire un dossier complet pour éviter une vérification de tous les éléments. Une autre question qui concerne les DM-Div avec de l'IA, sont-ils soumis à l'évaluation ANS? Oui, bien entendu, à partir du moment où le DM a des fonctions numériques et qu'il souhaite être remboursé par l'assurance maladie, il doit faire une démarche au niveau de l'ANS. Alors, on a une question à l'oral pour la HAS, pour Vanessa. Donc ici, Vanessa, on parle des DM numériques qui sont à destination des patients uniquement. Qu'en est-il des DM qui sont à destination des professionnels de santé, par exemple les outils d'aide à la décision, entre autres? Alors actuellement, la HAS n'évalue pas, les dispositifs médicaux à usage professionnel. Donc néanmoins, on sait que c'est, une thématique, importante et on a travaillé sur le sujet. Donc on a, notamment publié un guide, d'aide au choix, des dispositifs, médicaux à usage professionnel. Donc bien sûr, ça inclut, les, DMN, et puis beaucoup de questions vont se poser aussi avec, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans certains de ces DMN. Donc il y a vraiment des réflexions sur l'évaluation, de ces outils à usage des professionnels, mais elle n'est pas encore en place. Et par rapport aux outils, d'aide à la décision, par exemple, la HAS a également publié des référentiels qui peuvent effectivement, servir, de guide d'aide au choix, pour, les professionnels qui souhaitent s'équiper. Et le dernier point sur, les logiciels, je voulais parler également des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation. Donc là, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a un processus de certification. Donc en fait, c'est un organisme notifié qui va, évaluer et donner les certificats, mais les référentiels et la procédure ont été élaborés, par la HAS, mais il y a vraiment beaucoup de pistes, sur les DM, à usage pro. Merci beaucoup. Et je rajouterai, hein, pour le moment, Pécan, donc c'est que les deux types de dispositifs qu'on a mentionnés, à savoir ceux qui sont à visée thérapeutique et ceux de télésurveillance à utiliser dans un contexte de télésurveillance médicale, qui sont pour le coup la Oui, majorité du utilisé DM, par, mais ouais, utilisée et par le pro utilisé santé. à usage individuel, en fait, par un patient. Il y a une interface patient et puis le Oui, pro de santé qui lui ouais. gère les alertes et voit les priorités patients. Alors, il y avait une question qui a été posée sur le montant du forfait initial et du forfait flexible. Y a-t-il une rémunération dégressive? Donc là, pour les thérapies numériques, hein, c'est un forfait initial de 435 € pour les 3 premiers mois et ensuite une, une, un forfait mensuel pour les mois suivants. Peut-être que Ilham, si tu veux compléter, je sais qu'il y avait une autre question qui a été posée sur le montant maximal. Oui, du coup, peut-être pour clarifier, du coup, il y a bien deux catégories dans le cadre de la PECAN. Pour les activités de télésurveillance médicale,
C'est la grille organisationnelle, la même que pour le droit commun qui s'applique et cette grille-là, elle est dégressive en fonction de la file active, en fonction du nombre de patients, qui est télésurveillé et cette grille, elle est disponible par arrêté, donc on va pouvoir, vous remettre, le lien et par contre pour pour la deuxième catégorie, pour les DM à visée, thérapeutique, les 780 € maximum, c'est par an, et par, patient. Donc pas par DM. Et donc le forfait initial, c'est 435 € TTC avec une TVA de droit commun qui s'applique. J'ai répondu à plusieurs questions en même temps, mais voilà. Et normalement, là, vous avez la slide qui s'affiche, si tout se passe bien, avec qui résume, qui est passé un peu, qui n'est pas passé tout à l'heure, mais qui résume les montants dont on vient de parler et qui sera dans la présentation que vous recevrez, bien entendu. Alors, une question concernant l'ANS. Donc, concernant les exigences, donc ça va être pour Yves, et je sais pas la réponse, mais alors, concernant les exigences d'accès patient, on a une exigence qui implique un renouvellement du mot de passe chaque 3 mois. Ne pensez-vous pas que cela puisse être un frein à l'usage pour certains patients? Et même pour les applications bancaires, on n'a pas ce niveau d'exigence. Alors, oui, j'avais répondu dans le chat, effectivement, l'ANS impose un renouvellement. Par contre, alors il s'agit d'exigence IEU 5. Par contre, il y a pas de fréquence imposée. Donc je ne sais pas là, les 3 mois, d'où ça vient, mais effectivement, nous, on souhaite que le logiciel puisse faire ce renouvellement à fréquence régulière, mais voilà, on n'impose pas une fréquence particulière. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a ensuite une question donc pour la HAS qui a été traitée dans le chat, mais on va la reprendre à l'oral, qui est dans quelle catégorie sont classés les DM de type logiciel de modélisation 3D, comme les jumeaux numériques, qui sont à destination, par exemple, d'aide à la planification chirurgicale, entre parenthèses classe 2A. Donc il s'agit d'un logiciel de visualisation, mais pas à visée thérapeutique, et ce n'est pas de la télésurveillance. Je ne sais pas si Vanessa, tu veux apporter un complément d'information. Mais... Ça rentre dans la catégorie des dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, effectivement. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Actuellement, il n'y a pas de... Enfin, la HAS n'évalue pas ce type de dispositifs médicaux. Je pense que c'est chaque établissement, en fait, qui va choisir d'utiliser ces dispositifs, qui effectivement doit regarder est-ce que je le prends ou je ne le prends pas. Donc, je peux renvoyer encore au guide d'aide au choix élaboré par la HAS. On n'est pas dans le cadre de PECAN. Exactement. Une autre question pour toi, du coup, qui est sur la possibilité d'une phase contradictoire avec la HAS. Il n'y a pas de phase contradictoire dans le cadre de la PECAN. Donc effectivement, la CNEDIM TS, elle va examiner le dossier et ensuite, une fois qu'elle a voté sur son avis, c'est vraiment l'avis définitif qui est transmis à l'industriel et donc au CNP. En revanche, on aura bien une phase contradictoire lors du dépôt de dossier de droit commun à la fin de PECAN, possible s'il y a un désaccord entre le déposant et... On a la phase contradictoire lors d'une demande d'inscription sur la LPPR et sur la LATM. Est-ce qu'on peut peut-être préciser aussi pour la partie, justement, la phase contradictoire dans un contexte télésurveillance vis-à-vis des CNP et donc les conseils nationaux professionnels? Si. Effectivement, en fait, donc la commission va se positionner sur un avis de projet qui est donc envoyé à l'industriel, mais également aux conseils nationaux professionnels de la spécialité
qui ont un intérêt par rapport au DMN de télésurveillance. Et chacun en fait des destinataires aura la possibilité donc de revenir vers la HAS, donc ou en disant qu'ils sont tout à fait d'accord avec l'avis, ou en faisant des observations écrites, ou en demandant une audition et demandant à être reçu par la CNEDIM TS. Donc effectivement, ça va faire des phases contradictoires qui se font un petit peu en parallèle. Donc nous, on gère bien les délais, puisqu'il y a des délais à partir du moment où le destinataire a reçu le projet d'avis, ça déclenche le délai de 10 jours pour nous répondre. Alors, on a une autre question encore pour la HH, j'en ai quelques-unes comme ça, on va essayer de les thématiser. Donc, alors, il y a une question qui était, n'est-ce pas un peu redondant par rapport à l'investigation clinique pour obtenir le marquage CE? Et peut-on utiliser les données du dossier technique de marquage CE? Alors, ça n'a pas la même finalité, en fait, l'obtention du marquage CE et l'évaluation en vue d'obtenir la prise en charge anticipée. Le marquage CE, déjà, vous allez être dans un contexte européen. Là, vous êtes dans un contexte national, puisqu'on vous demande de démontrer l'intérêt de votre DMN par rapport à un comparateur pertinent, donc à la prise en charge de référence en France. Ensuite, nous, HAS, on n'a pas du tout accès au dossier de marquage CE, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, bien sûr, s'il y a une argumentation intéressante dans le dossier technique, vous pouvez la reprendre et la réintégrer dans le dossier médico-technique à destination de la HAS. Mais effectivement, il faudra refaire ce travail d'argumentation et effectivement, il faut coller aux critères de la prise en charge anticipée. Alors, concernant les évaluations, donc si on a une étude, donc on a une question, c'est est-ce que l'étude peut être faite en monocentrique avec un seul établissement de soins pour démontrer une première preuve de bénéfice et avec une précision sur la personne qui pose la question, un seul établissement de santé qui suit bien entendu une cohorte de patients à distance. Donc on imagine que c'est euh, donc là on est dans un contexte télésurveillance avec un DMN et éventuellement des objets connectés ou des interfaces patients pour la partie remontée de données aux pros de santé. Alors en fait, l'argumentation, elle revient au demandeur. Donc, bon, on sait simplement qu'une étude clinique, monocentrique, il y a quand même un risque de biais, par exemple, qui pourrait être lié à une pratique, plus particulière, sur le centre. Donc, bien sûr, pour extrapoler, on préfère, les études multicentriques, mais, il n'y a pas d'interdiction à déposer un dossier, sur la base de premières données, à partir d'une étude monocentrique. Enfin, le dossier est plus global que ça, puisqu'après, il y a également les études en cours. Donc, effectivement, on peut avoir des premières données sur une étude monocentrique et ensuite une étude en cours multicentrique. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment bien argumenter dans le dossier, être cohérent entre les patients inclus dans l'étude et l'indication revendiquée et le marquage CE. Donc, il ne faut pas se mettre des barrières, pour argumenter. Alors, on aura quelques questions pour l'assurance maladie. Merci beaucoup, Vanessa. Laurie, est-ce que je sais que tu as quelques problèmes pour activer le micro? Est-ce que tu arrives à te connecter? C'est parfait. Oui, je suis là. Alors, une première question qui est, donc s'agissant des DM numériques de type thérapie numérique, donc, qui ont vocation à s'inscrire à terme sur la LPPR, aujourd'hui, donc, est-ce qu'ils peuvent facturer en sésame sans vital et utiliser après la partie NOMI-OC si éventuellement il y a une partie complémentaire pour une prise en charge qui ne serait pas à 100% assurance maladie. Oui. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'avenant 18 sur la télésanté ou est-ce que ça rentre dans un autre cadre? Non, ça, c'est plus les flux après AMO, AMC. Donc, oui, c'est tout à fait possible à partir du moment où, effectivement, l'indication thérapeutique du DMN n'est pas la même que celle éventuellement du patient en ALD qui donc bénéficie
une prise en charge à 100% AMO, ou si jamais vous êtes sur un patient qui n'est pas dans un statut d'exonération du ticket modérateur. On a une autre question de la part de Dorothée du Camus du SNITEM sur justement aujourd'hui, tu l'as précisé, hein, on est sur une convention des prestataires, donc des PSDM. Est-ce qu'il est prévu à terme éventuellement de revoir ce modèle de convention pour en avoir un qui serait dédié aux exploitants de DM et afin d'éviter les confusions entre les PSDM et les exploitants de DMA. Oui, effectivement, c'est à prévoir. On y réfléchit. On a initié des travaux. On a bien conscience des difficultés là actuellement où il y a parfois des petits irritants dans l'application de règles qui ne concernent pas les exploitants de DMN. Donc là, pour l'instant, c'est évidemment pour des raisons de simplicité, parce qu'en fait, ils sont adossés à la LPP. Donc nous, derrière, en termes de SI, ça nous permet de pouvoir les identifier, les traiter plus facilement. Mais effectivement, on réfléchit à un conventionnement plus spécifique, mais qu'il faudra nous laisser le temps de, de mettre en place. Donc, vous l'avez compris, avec tous les développements que ça va demander côté SI chez nous. On a une autre question qui concerne la CNAM et à laquelle je vais directement répondre parce qu'en fait, on y travaille ensemble au travers de Genius. C'est: y aura-t-il une liste consultable des logiciels Sésame Vital agréés et compatibles permettant de réaliser la facturation? Donc, c'est un sujet qu'on traite en ce moment avec le GIE Sésame Vital pour pouvoir justement, parmi leur catalogue de logiciels qui ont été agréés, identifier la liste de ceux que vous pouvez, en tant qu'exploitant, utiliser euh, en tant que moteur de facturation. Et donc voilà, on va faire évoluer cette liste. On affichera une première liste sur Genius pour permettre de donner un peu plus de visibilité, car aujourd'hui il y a plus de 400 en ligne dans ce catalogue qui est très complet, mais pas forcément très précis par rapport à Pécan. Une autre question, Laurie. Est-ce que... alors, qui est sur les... j'ai perdu le fil. Est-ce qu'on a... Bon, ouais, désolé. Je vais reprendre la liste de mes questions. Ah oui, sur les... ah, pardon, désolé. Alors, ça sera plus une question pour la Haute Autorité de Santé. Je vais revenir avec Vanessa. Désolé du petit contretemps. Donc, concernant le bénéfice approuvé pour la télésurveillance, est-ce que y aura-t-il une comparaison avec les bénéfices des industriels qui ont déjà obtenu une PECAN ou un droit commun? Donc peut-être clarifier la notion de comparateur Mm. pour les déposants qui arriveraient dans un deuxième temps sur une indication qui serait identique. Effectivement, donc pour Pécan, il faut se comparer il faut choisir un comparateur pertinent. Donc, il faut voir au moment où la demande de Pécan est faite, quel est le comparateur pertinent. Donc, c'est sûr que sur les premiers dossiers, on va probablement avoir comme comparateur la prise en charge, le suivi conventionnel sans télésurveillance, par exemple pour un DMN de télésurveillance. Mais quand on va commencer à avoir des premiers DMN de télésurveillance remboursés, c'est sûr qu'ils vont s'intégrer dans la prise en charge. Alors après, comme il faut également montrer le caractère innovant, il faut voir effectivement comment se positionne son produit par rapport à ce qui existe et en quoi il est innovant. Mais c'est à l'industriel qui dépose de bien construire son dossier, mais c'est sûr que nous, HAS, on regarde aussi si le comparateur qui a été proposé
il est bien pertinent pour la CNED-IMTS. Je ne sais pas si Alors, ça répond à la question. pour la télésurveillance, on a une autre question. S'il n'y a pas d'interface patient, mais qu'on est avec des liens envoyés par mail aux patients pour qu'ils puissent répondre aux questions, est-ce que cela fait partie du périmètre de Pécan? Donc, je ne sais pas si tu prends la question ou si c'est une question pour ILEM, côté DSS. J'avoue que on a toujours, enfin, logiquement, dans le DMN, il me semble qu'il faudrait une interface patient. Donc, effectivement, le patient peut recevoir des emails, mais ensuite, il va se connecter à l'application, enfin, ou au site internet pour renseigner un questionnaire. Je ne connais pas cette configuration. Après, il y aura Je forcément. je peux peut-être préciser, parce qu'effectivement, l'accès patient n'est pas forcément obligatoire dans un dispositif médical numérique, hein. On peut avoir effectivement des dispositifs médicaux où il n'y a pas forcément d'accès patient, mais un simple formulaire qui va renseigner des données, stocker des données. Donc nous, on a déjà effectivement eu ce genre de cas de figure. Alors, dans ce cas-là, voilà, je pense pas que le fait qu'il y ait une interface patient ou non puisse être déterminant si c'est dans le cadre de Pécan ou pas. En tout cas, côté ANS, nous, voilà, on peut très bien avoir des dispositifs médicaux numériques qui soient visés thérapeutiques. Alors évidemment, pour la télésurveillance, c'est pas possible. Il y a forcément un Bon, accès patient dans ce cas-là. en fait, il y a l'exemple de la télésurveillance pour les patients qui ont une prothèse cardiaque implantable, effectivement. Alors oui, cela, il C'est la faut. Donc prothèse voilà. finalement qui est Voilà, surveillée. donc il n'y a pas forcément d'accès patient. Après, côté ANS, il y a des exigences qui vont pas s'appliquer dans ce cas-là. Mais voilà, après, faut étudier peut-être plus au cas par cas, mais je dirais qu'a priori, il n'y a pas d'incompatibilité du fait de ne pas avoir d'accès patient pour rentrer dans un pécan. Ce n'est pas un critère déterminant en soi. Voilà. Alors, on a quelques questions pour côté DSS. Donc, est-ce que donc autour de la fin de Pécan et autour justement de la négociation lors du passage, donc comment va se passer la négociation euh, pour une thérapie numérique et dans le cas d'une solution complexe, ah, peut-être oui, peut-être est-ce que on avait des demandes de compléments d'information sur la façon dont se passerait la négociation CEPS en fin de Pécan et sur les 3 mois qui sont dédiés à cette phase de négociation. Du coup, enfin, c'est un peu, enfin, cette valorisation, elle se ferait comme pour le droit commun dans le cadre de l'inscription et de la prise en charge d'un DM. C'est-à-dire que quand il y aura eu les données complètes, la HAS va donner un avis, va définir un niveau d'ASA, enfin, va dire s'il y a un service attendu qui est suffisant. Elle va déterminer le niveau de l'amélioration qu'aura fait donc ce DM thérapeutique avec un niveau de 1 à 5. Et ce sera un peu le cadre de droit commun, du coup, pour définir le niveau de valorisation en fonction de la revendication de l'industriel, de l'évaluation par la Haute Autorité de Santé et d'autres critères qui sont définis, mais il n'y a pas Enfin, c'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas encore eu, mais du coup, il n'y a pas de critères spécifiques pour le numérique. Mais peut-être que ça pourra faire l'objet de discussions particulières. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pour les DM à usage professionnel à destination à d'autres destinations que l'usage individuel. Je pense qu'un jour, on va faire une séquence dédiée sur ce sujet-là, qui est complètement en dehors du périmètre de Pécan qui nous intéresse aujourd'hui, mais on a bien
On a bien vu le point. Alors, hésitez, on va prendre aussi peut-être quelques questions à l'oral. Je vois qu'il y a alors, je vais vous activer le micro. N'hésitez pas à vous présenter, donc à lever la main, vous présenter, et à dire aussi à quelle personne vous souhaitez poser votre question. Alors là, j'ai une première personne à qui j'essaie de donner la parole. Normalement, ça devrait être bon. Il y a une personne qui a levé la main. Est-ce que ça fonctionne? Non, moi j'entends. Normalement, le micro est activé, mais par contre, on n'entend rien. Donc, je ne sais pas si il y a d'autres personnes aussi qui veulent prendre la parole pour poser des questions. Si j'en ai raté, parce qu'il y en avait beaucoup dans le chat. Normalement, on a la majorité Alors oui, je vais vous donner la parole. Voilà. Ok, là c'est bon. Oui. Bonjour, Stéphanie Bonnet, je suis chargée de mission e-santé à la CPM des Vosges. Et nous, on s'interroge par rapport à effectivement tous les actes qui apparaissent. On a encore en ce début d'année 2024 des actes côté TSM, donc qui dépendraient du FIR, mais qui sont mis en attente pour le moment par l'ARS. Et du coup, on se demande si c'est normal en fait de voir ces codes-là, ou si ça devrait du coup être des codes TVA, TVB, etc. qui devraient être. Oui, je vais répondre pour l'assurance maladie. Donc, il y a un mail qui vous a été adressé à tout le réseau le 27 février, vous rappelant les dates de fermeture effective des codes étapes. Donc, pour le code TSA, compagnon thérapeutique, le code a été fermé le 31 décembre. Le code TSF pour les industriels a été fermé le 31 janvier et le code TSM pour les opérateurs a été fermé le 31 mars avec la possibilité offerte de facturer dans une limite maximale de 6 mois pour les forfaits étapes aussi. Vous allez encore vous retrouver avec quelques reliquats. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième objet du mail envoyé en date du 27 février, au-delà de la fermeture des codes, c'était pour vous demander de retenir toutes les factures étapes qui ont été retenues depuis le 1er juillet 2023 pour que justement on puisse en face saisir les ARS pour créditer de manière suffisante sur le FIR et que vous puissiez être remboursé sur les arriérés étapes qui courent depuis le 1er juillet. Alors, merci, je vais rechercher effectivement qui a été destinataire du mail, parce que c'est un problème qu'on a évoqué hier et personne après, n'hésitez pas. Ouais, après, n'hésitez pas à nous, peut-être que plutôt que dans le cadre de webinaires comme ça, n'hésitez pas à nous écrire directement à l'assurance maladie. Vous avez également le SharePoint commun Ardé Santé qu'on a diffusé largement au DCGDR et au référent DNS sur lequel en fait figure tout un tas d'informations sur la télésurveillance, la téléconsultation, etc. etc. Mais donc voilà, normalement les infos sont passées. Si elles ne vous sont pas arrivées, je vous propose, je vous mets mon adresse mail dans le chat et je vous propose peut-être qu'on se fasse un point en direct. Merci beaucoup. Alors, Ilham, on a peut-être pour côté DSS, on a une question donc pour une thérapie numérique, pour une DTX, un DTX dont la durée de traitement, par exemple, serait de 10 semaines. Est-ce que la première prescription, du coup, va donner lieu à un remboursement de 435 € pour le patient s'il observe bien le traitement? Et si ce même patient reçoit une seconde prescription, mettons au bout de, donc, après cette première prescription de 2 mois et demi, il reçoit une autre prescription 3-4 mois plus tard, pendant la durée de pécan, est-ce qu'il pourra du coup, il devra facturer
3 fois 38,30 €, ou est-ce qu'il va pouvoir facturer de nouveau 435 comme si c'était une nouvelle prescription d'un nouveau traitement? Je pense que ça dépendra des conditions d'utilisation et des conditions de prescription et de s'il y a un renouvellement qui est autorisé ou non. Si c'est un traitement qui est à visée unique pour 10 semaines, du coup, d'une durée d'utilisation inférieure à 3 mois, le premier forfait sera facturé. Après, à voir s'il est prévu ou pas un renouvellement de la prise en charge et de la prescription pour permettre la suite du remboursement. Mais pour ces questions spécifiques, peut-être qu'on peut regarder de façon plus spécifique. Ouais. Alors, je pense qu'on a traité la grande majorité des questions. Ce qu'on va faire, c'est donc un très grand merci à tous les intervenants et pour vos contributions. On va vous envoyer, bien entendu, la présentation. On essaiera de faire en sorte que le replay soit disponible dans la foulée aussi avec la présentation, et on va traiter toutes ces questions, mettre à disposition en même temps qu'on vous envoie la présentation, la possibilité de compléter les questions, ou de les étoffer, parce que parfois certaines manquent un peu de contexte, donc on peut avoir des difficultés à y répondre, et on va synthétiser l'ensemble de ces questions et des réponses apportées sur Genius dans les prochaines semaines, afin de compléter ce euh, de vous apporter le maximum d'éléments de réponse autour de Pécan. Donc un grand merci à tous pour votre participation. Il y avait près de 200 personnes aujourd'hui, et je vous souhaite une très bonne après-midi à tous. Merci beaucoup. Au revoir.